Amis du Mécalab, bonjour. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle étape de franchie, dans la mesure où je viens de terminer quelque chose qui a été assez long à fabriquer quand même. C'est cette alimentation qui va être l'alimentation permanente qui alimentera les différents systèmes du Mécalab, à savoir le système de contrôle d'ouverture des portes, les différentes sécurités, alarmes, caméras, enfin voilà, tout en gros l'électronique, aussi éventuellement le système que je veux mettre de régulation de l'air, dont je vous ai déjà parlé. Et donc voilà cette alimentation que j'ai conçue et fabriquée spécialement pour le Mécalab. Alors comme on peut le voir, elle prend place dans ce boîtier que j'ai trouvé sur Ali. On peut voir ici qu'elle possède 4 sorties 12 volts, chacune protégée par un fusible. Là donc c'est l'entrée d'alimentation. Et nous avons 2 sorties 5 volts en USB A ou C qui permettent éventuellement d'alimenter des systèmes. Donc sur la face avant, on a ici cette grille d'aération dans la mesure où j'ai rajouté un ventilateur éventuellement pour ces chauffe-trop, pouvoir évacuer les calories. Donc bien sûr, quand on met un ventilateur qui tire de l'air, il faut bien qu'il rentre quelque part, d'où cette grille que j'ai mis ici. Et sur la face avant, donc on peut voir ici le fusible principal qui est la sortie de l'alimentation. On va voir que j'ai rajouté une protection d'over voltage, OVP, over voltage protection, c'est ce qu'on appelle un crowbar, qui fait que si jamais la tension devient trop importante, il va se mettre en court-circuit et donc faire cramer ici le fusible, de façon à protéger toutes les électroniques qu'il y a derrière. Et donc là, on a un fusible par sortie et un fusible ici sur les 5 volts, avec ici des voyants permettent de voir si ça fonctionne. Donc voilà, sinon, alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans la mesure où ça va pas être du tout facile de la fixer comme j'avais prévu de l'intérieur, j'ai rajouté ici ces 2 barres d'alu qui me permettront de la fixer sur le panneau, enfin je veux dire de façon plus facile, sachant que j'ai acheté 2 alimentations comme ça, enfin j'ai quasiment tout en double au moins de tous les composants de cette alim, ce qui fait qu'en cas de panne, je pourrais le remplacer facilement, quitte après à prendre mon temps pour le réparer. Et bien sûr, vous le savez, moi j'adore les étiquettes, donc je me suis fait plaisir ici. Enfin bon, je suis assez content, c'est quelque chose d'assez compact et d'assez solide. Donc là, on peut la mettre en route. Donc là, pareil, je me suis pas embêté pour l'alimentation, j'ai mis quelque chose ici standard. Donc voilà, donc on la met en route, voilà, on peut voir ici les différents voyants. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé une petite astuce ici pour ce voyant. Là on voit qu'il est de couleur jaune, mais que si le fusible crame, bien sûr ça coupe tout, mais on voit un peu ce qui passe à la couleur rouge. Donc ça indique que le fusible ici a cramé, par exemple dû justement au fait que la protection de surtension se serait mise en route. Et voilà, ici on peut là le remettre. Sinon on a ici cet indicateur, on va voir que j'ai mis un petit thermostat, donc ça indique que le ventilateur est en route, donc il se met en route aux alentours de 35-40 degrés d'après ce que je me rappelle. Et ici, vu qu'il me restait un comparateur de libre dans le circuit intégré, j'ai mis ici ce voyant qui, s'il s'allume, c'est assez gênant, c'est-à-dire que la température dépassera 65 degrés. Ce qui quand même est beaucoup pour ce genre de choses. J'espère qu'il ne s'allumera pas, mais on verra bien. Et sinon, voilà, on a tous ces voyants ici qui permettent donc de vérifier que les fusibles ne sont pas cramés. L'idée d'avoir des fusibles séparés, c'est que si jamais, ça fait partie un peu de la résilience dont je vous ai déjà parlé, si jamais il y a un des circuits qui, pour X raison, est défaillant, normalement ça coupera que celui-là et pas les autres. Donc voilà, alors on peut voir que ici il y a un petit loupé. Pourquoi? Parce que en fait c'est toujours embêtant, quand j'ai usiné ça avec ma fraiseuse, j'arrivais pas à le tenir parce que c'est trop gros pour mon étau et je l'avais bridé par ce trou là, et bien sûr le dernier trou ici je l'ai fait à la perceuse et je sais pas, il y a eu un loupé, enfin voilà. Alors bon, c'est pas la mort, mais c'est vrai que c'est un peu gênant. Je voulais faire un truc propre et il y a toujours ici un petit loupé de temps en temps. Mais enfin bon, on n'en meurt pas et ça n'empêche pas de fonctionner. On peut voir qu'à vide, elle consomme 2,4 watts à peu près.
donc un courant de 26 mA avec un facteur de puissance de 0,4, ce qui est tout à fait, je veux dire, assez standard pour ce genre d'alimentation à découpage qui ne sont pas équipés de correction de facteurs de puissance. Bon, bien sûr, là c'est à vide, hein, il est évident que quand on va lui tirer de la puissance, elle consommera en plus cette puissance avec même un peu plus dans la mesure où elle n'a pas un rendement de 100%. Enfin donc, voilà pour cette magnifique alimentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu plus en détail son schéma et sa construction. Voilà donc le schéma de cette alimentation qui, comme on va le voir, comporte plusieurs parties. Donc, la partie centrale, en fait, c'est cette alimentation que j'ai trouvée sur Ali, hein, qui est une alimentation 12 volts 5 ampères. Hein, elle est donnée comme ça, sachant que moi, je me limite à 4 parce que bon, je connais les ampères chinois. Donc, voilà, je préfère garder un petit peu de marge. Donc, c'est une alimentation qui, ma foi, a l'air plutôt de quand même bonne facture. Alors, bien qu'elle soit pourvue d'un filtre en entrée, je l'ai trouvé un petit peu lèche, donc j'en ai remis un ici devant, qu'on va voir. Ensuite, j'ai mis ici donc un montage dit crowbar, qu'on va voir en détail, qui est une protection contre les surtensions. Si jamais en sortie, là, des tensions dépassent 12 volts. Hein. Alors, pareil, il y a un petit peu de marge, mais voilà, en gros, c'est ça. Ici, comme on va le voir, le système qui va permettre donc notamment de vérifier que la température n'est pas trop élevée et mettre en route un ventilateur le cas échéant. Et ici, donc, les 4 sorties 12 volts, donc filtrées, protégées par fusible, et les 2 convertisseurs, un petit module chinois, je vous en ai déjà souvent montré, qui passe donc de 12 volts à 5 volts avec un bon rendement. Sachant que sur ces modules-là aussi, hein, je vous en ai souvent parlé, il faut non seulement mettre les filtres en entrée et surtout en sortie, à mesure où ils génèrent, c'est des alimentations à découpage, pas mal de parasites. Alors, si on regarde, donc le secteur arrive ici sur cette embase. Donc là, il y a un fusible de protection, un néon intégré dans l'interrupteur, et ici, donc, cette première bobine, hein, dite de mode commun. Je vous en avais déjà parlé de ce genre de bobine. Et ensuite, ici, donc, 2 selfs, avec tout ce système de filtre. Bon, honnêtement, j'ai rien inventé là, hein, c'est vraiment des filtrages très courants. Ici, j'ai rajouté un varistor qui, en cas de gros pic de surtension, va donc se mettre éventuellement en court-circuit, sachant que si c'est important, ça fera sauter le fusible, mais ça va protéger la lime. Et ici, ces 3 résistances là qui font 300K pour décharger les condensateurs, sachant que, je rappelle que vu que les résistances souvent courantes ne tiennent pas la tension crête de 320 volts du secteur, on en met généralement 2, même ici j'en ai mis 3 en série, ce qui permet d'assurer qu'elles tiennent la tension. Donc voilà, ça c'est la partie, on va dire, filtre secteur. Donc on arrive ici sur cette alim. Derrière, pareil, c'est une alim à découpage, le filtrage de sortie est pas top, donc il y a déjà un premier filtrage ici. Et là, cette protection en cas de surtension. Donc, je rappelle que le principe des crowbars, c'est de vérifier que la tension ne dépasse pas un certain niveau, hein, qu'on peut régler ici. Et si la tension dépasse, en gros, c'est de mettre en court-circuit l'alimentation. Dans la mesure où il y a un organe de protection, qui peut être un disjoncteur ou ici un fusible, ça va faire sauter le fusible. Et donc, au pire, même si la lime est potentiellement détruite, parce que s'il y a une surtension, peut-être qu'elle est en panne, mais au moins derrière, tout ce qui est branché sur le 12 volts n'a pas eu de surtension et ça protège. Donc l'avantage des crowbars, par exemple, j'en ai déjà parlé sur les TVS, des trucs comme ça, c'est que ils sont beaucoup plus précis au niveau de la tension et aussi très rapides à réagir. Alors, on a donc en sortie ce fusible. Alors c'est là que j'ai fait ma petite astuce avec une LED tricolore, sachant que j'utilise que 2 des couleurs. On voit que si le fusible n'est pas coupé, la LED rouge et la LED verte sont allumées. Ce qui mélangé donne un peu cette lumière un peu jaunâtre, et ce qui prouve que tout va bien. Si le fusible est coupé, on voit que la LED verte n'est plus alimentée, et donc à ce moment-là, il n'y a plus que la rouge qui est allumée, et ce qui indique la rupture du fusible. Voilà, c'est un truc tout bête, fait avec cette LED multicolore. Donc le crowbar en lui-même, là j'utilise une diode Zener programmable, hein, qui est très utilisée, qui est l'avantage par rapport à une Zener d'avoir un coude beaucoup plus marqué, et d'être vraiment très sensible. Elle marche en fait quelque part en comparateur de tension.
Donc là, quand la tension ici va dépasser la tension de référence du TL431, il va devenir passant. Alors, on voit que là, il y a un transistor PNP qui, donc, quand la diode Zener ici n'est pas conductrice, bon, on voit que sa base est reliée au plus, ce qui fait que elle a un potentiel qui est à peu près le même que l'émetteur. Et donc, il est bloqué. Hein, c'est-à-dire que pour qu'il passe, hein, je rappelle qu'il faut que la tension sur sa base soit de 0,6 volts au moins inférieure à celle de l'émetteur et qu'il y a un courant qui passe dans la base. Et donc, ce courant, derrière, va être suffisant pour déclencher ce thyristor, ici, donc, qui va faire le court-circuit. Donc voilà, hein, c'est vraiment un montage très très classique hein, qu'on trouve sur Internet. Hein, j'ai rien inventé non plus ici. Et donc là, j'ai réglé pour une tension de l'ordre de 13 volts 6, hein, un peu comme sur les voitures. Faut quand même se garder un petit peu de marge, mais normalement, c'est une tension telle que si ça arrive, ça ne fera pas de danger aux électroniques qu'il y a derrière. Donc, pour le mettre au point, après, c'est très facile. J'utilise une alim protégée avec une limitation de courant. J'avais limité aux alentours de 1 ampère. Et donc, je règle l'ajustable ici pour que ça se mette en court-circuit quand la tension que je désirais arrive. Sachant que, une fois amorcé, hein, je rappelle le thyristor, il faudra que le courant descende au-dessous d'une valeur assez faible, hein, qu'on appelle le courant de maintien, pour qu'il se débloque. Donc voilà, alors le thyristor, il n'y a pas besoin de le monter sur un radiateur, puisque a priori, il dissipera pas longtemps de puissance, hein, et quand il est bloqué, il dissipe rien, et quand il va se mettre en court-circuit, normalement, il y aura éventuellement du courant qui passe dedans, mais le temps que le fusible fonde, ce qui est vraiment un temps en cours, donc il n'y a pas besoin de le mettre sur un radiateur. Donc voilà pour cette partie protection contre les surtensions. Ensuite, là on voit que pareil, ce filtrage, bon là c'est pareil, c'est très classique, hein, ce filtrage qui derrière donc alimente ces deux convertisseurs, et derrière aussi un autre filtrage, où là j'ai mis aussi des TVS, là pour le coup ça suffit de protection 5 volts, et qui sortent sur des prises USB, qui vont permettre de brancher différentes choses. Par exemple, déjà, une des premières choses que j'ai branché dessus, c'est que j'ai acheté une horloge numérique qui fait aussi thermomètre, hygromètre, que je mettrai et qui sera alimentée donc par une de ces alimes. Et là, les sorties, hein, qui sont aussi protégées chacune par des fusibles. Hein, on voit que chaque sortie là est protégée par des fusibles, avec ici donc pareil un petit filtrage et une LED de contrôle. L'idée de faire ça, c'est que pareil, ça va un peu dans cette optique de résilience dont je vous ai parlé, c'est que s'il y a un court-circuit de choses sur une des parties, normalement, les autres ne devraient pas être affectés. Alors reste le système de contrôle de température. Donc là, l'idée, c'était de dire que la lime est dans un boîtier relativement compact. Je me suis dit, bon, a priori, comme ça, elle chauffe pas beaucoup, mais si à un moment donné, elle a tendance à même un peu trop chauffer, d'avoir une ventilation forcée, ça peut aider. Et donc là, c'est pareil, j'ai fait quelque chose de très très simple, à savoir un bête thermostat. Alors, j'ai utilisé pour le contrôle de la température des CTN. Alors, c'est des CTN que je récupère de mes capteurs de glycémie freestyle. Sur moi, hein, en permanence, hein, qui permet de vérifier ma glycémie. Et en fait, ils sont jetables. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont été utilisés, et moi, je les ouvre et je récupère certains composants dedans, dont ces CTN qui sont très bien. Alors, c'est des CTN de forte valeur, ce qui s'explique, parce que comme c'est alimenté par une petite pile, faut pas que ça consomme beaucoup de courant, mais elles sont assez linéaires et plutôt de bonne qualité. Donc, j'ai récupéré cette CTN ici, j'ai fait des mesures dessus, ce qui m'a donné à peu près sa valeur, son évolution de valeur, ce qui m'a permis ici donc de la mettre ici dans ce pont diviseur, qui fait que je vais avoir ici une tension variable en fonction de la température. Et derrière, après voilà, j'utilise un comparateur ici, hein, ça fait ce qu'on appelle un pont de Weston, hein, quelque part, qui va me permettre donc de comparer les tensions et de piloter ici le ventilo en fonction. Donc là, j'ai utilisé pour le ventilateur, il ne consomme pas énormément, un petit MOSFET BS170 qui va bien. Sachant que j'ai bien sûr calculé les résistances, en particulier celle-ci, pour avoir ce qu'on appelle un hystérésis, hein, de façon à ce que, quand c'est limite, ça coupe et ça mette franchement. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, déjà, il faut faire toujours très attention quand on fait ce genre de choses, de garder ce côté, ce qu'on appelle ratiométrique, de faire que c'est très important que, à la fois, la référence du comparateur et celle qui sert à alimenter si le pont soit la même.
J'ai vu des montages qui sont un peu mal conçus. Par exemple, là, il y a une Zener qui régule, mais pas ici. Alors ça, c'est pas une bonne idée, parce que l'idée de faire ça, c'est que même si ici la tension varie, elle variera des deux côtés, si elle varie de 5% par exemple, ce qui fait qu'il y aura quand même beaucoup moins de chances d'avoir un décalage, vu que ça fera monter les tensions des deux côtés. Alors bon, j'aurais pu le mettre directement sur le 12 volts, mais comme là, il peut quand même éventuellement y avoir des variations, et que j'ai des petits régulateurs comme ça, 5 volts, 100 milli, là j'en ai plein. J'ai mis ici ce régulateur avec là ce filtrage, donc qui permet ici vraiment d'avoir une tension déjà très fixe. Elle variera un peu avec la température, mais je veux dire très très peu. Et comme j'utilisais un double comparateur, un circuit de légende, le LM393, dont je vous ai souvent parlé, ici j'ai rajouté cette LED qui est réglée autour de 65 degrés, qui fait que là j'ai pas fait de réglage, j'ai calculé avec des résistances à 1% que j'avais et qui s'allume dans ce cas-là. Donc ça, je suis content, tout a été calculé, enfin, c'est un truc assez simple, hein. Et bien sûr, quand j'ai câblé, ça a marché du premier coup, donc là-dessus, rien à dire. Donc voilà ici pour le schéma de cette alimentation. Alors maintenant, voyons un petit peu la réalisation. À la base, hein, je suis parti sur ce boîtier en PVC ou en ABS que j'ai trouvé sur Ali, hein, un boîtier de bonne qualité, ma foi. Et donc j'ai usiné, donc là j'ai tracé les différentes ouvertures. Là avec une scie cloche, j'ai découpé l'ouverture pour le ventilo et j'ai fixé cette grille et le ventilateur dessus. Là pareil, alors j'aurais pu le faire en CNC et tout, donc j'avoue avoir eu un peu la flemme de tout numériser, donc voilà, j'ai noté ça et je l'ai usiné sur ma fraiseuse. Alors c'est vrai que j'ai eu un petit loupé ici. Là, pareil, j'ai mis cette grille, hein. Alors bien sûr, il faut bien comprendre que quand on met un ventilo, si l'air doit sortir, il faut qu'il rentre par quelque part. Et donc, il rentre ici, va donc pouvoir passer via les grilles d'aération de la lime et ressortir. Et là, on retrouve donc tous les perçages et les autocollants que j'ai mis pour la face avant, sachant que sur les portes fusibles, il y a ces petites encoches à faire là pour empêcher que ça tourne. Donc voilà, là j'ai monté tous les accessoires dessus, donc ça fait quand même quelque chose d'assez correct. Après, pour le filtre, à mon habitude, je me suis fait de la gravure anglaise, hein, ici un circuit, donc j'ai gravé aussi à la fraiseuse, sachant que j'ai pris des écartements assez grands pour tenir l'isolation. J'ai ici soudé les différents composants dessus. J'ai bien sûr mesuré avec mon mégommètre qu'à 250 volts, l'isolation était bonne. Et là, on voit qu'elle est supérieure à 270 mégots. Donc, c'est vraiment excellent pour ça. Et alors, c'est pas si facile que ça de mesurer l'efficacité d'un tel filtre, dans la mesure où, normalement, ça se mesure avec un analyseur de spectre, il faut ce qu'on appelle un LISN ou des trucs comme ça. Bon. Là, l'idée, c'était quand même de faire un petit test. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un diagramme de Bode de la réponse du filtre et on voit quand même que voilà, à partir de 100 kHz, à partir de cette fréquence-là, je voulais atténuer tous les parasites, on voit quand même qu'on a une atténuation jusqu'à 40 dB, ce qui est ma foi quand même pas mal. Voilà, là j'ai zoomé dessus. Bon, le tracé orange c'est la phase, hein, donc c'est évident qu'elle varie ici, mais enfin voilà, on peut voir en gros que ça fait un filtre avec deux pôles. Donc ça sera, je pense, éventuellement suffisant. D'ailleurs, je refais après des mesures. Enfin bon, au niveau parasite, c'est pas mal. Donc voilà comment ça se présente dans la boîte. On a ici ce châssis là que j'ai peint en noir qui va supporter et le filtre secteur et les différents PCB. Et là, la ligne, donc je l'ai montée là verticalement. Alors on peut voir que là, j'ai fait 4 points qui sont reliés et qui sont le point de masse et de terre. Je fais, comme je vous en ai déjà parlé aussi, un câblage en étoile. Et donc toutes les masses et tout arrivent ici sur ce point unique. Donc là, j'ai monté ce filtre ici verticalement. Donc ça, c'est toute la partie secteur que je teste ici. Et voilà, on voit que tout fonctionne bien. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, 230 volts hein, qui arrive ici. Ensuite, donc là, j'ai fait le circuit pour les deux convertisseurs 5 volts, les filtres et tout ça. Donc là, j'ai pas utilisé de la protoboard. J'ai fait un test avec ce que je vous avais montré quand j'avais utilisé mon laminoir, c'est-à-dire pouvoir coller des films de cuivre
sur de la protoboard simple face et pour faire un plan de masse. Et en fait, ça le fait plutôt bien. On peut enlever le cuivre là où on veut que ça pas contact, mais c'est fait un blindage qui est plutôt efficace, donc je suis assez content du résultat. Voilà, bon, après le câblage derrière, là, il est très simple. Hein. Et donc, j'ai refait ici cette tôle, alors cette tôle, elle a deux fonctions. D'abord, elle maintient bien sur leur support les deux convertisseurs 5 volts. Elle sert de support à l'autre PCB qui supportera le crowbar et le contrôle de température. Puis ça fait aussi office un peu de blindage. Donc voilà ce que ça donne, et le voilà mis en place. Donc voilà. Alors, pour la partie, j'ai câblé pas mal de choses en l'air sur directement la face avant. Ça a évité quand même d'avoir trop de filasse. Et donc là, j'ai utilisé ces bouts de fil de cuivre de 2,5, ce qui permet d'avoir vraiment des points, je veux dire, basse impédance. Voilà, donc là, bon, on retrouve tout ce système. Après, il y a quand même de la filasse un petit peu entre les deux, hein, sachant que là, j'ai utilisé des connecteurs qui permettent éventuellement quand même de débrancher s'il y a besoin de faire de la maintenance. Donc là, j'ai fait un premier test hein, qui fonctionne bien. Après, j'ai attaqué le PCB. Là, c'est le montage crowbar. Donc, j'ai monté le thyristor sur support, comme je fais habituellement. Et sinon, bon voilà, rien de spécial à ce niveau-là. Pareil, hein, le câblage, hein, je vous rappelle que quand on fait de la protoboard comme ça, voilà, on s'arrange pour mettre les composants de façon à avoir des liaisons courtes et faciles. Et après, j'ai bien sûr fait le montage de toute de la partie contrôle de ventilateur. Donc voilà, on retrouve ici le régulateur, le transistor de commande et le LM393. Sachant que là, comme on peut le voir, hein, comme j'ai dit, j'ai utilisé pas mal de résistance à 1%. Et on a ici le réglage. Et donc, voilà, c'est... Bon, ça ferme, il y a quand même de la place, hein, faut le fermer en faisant attention. Et donc, cette alimentation est enfin terminée. Voilà donc pour l'épisode 5 de cette série consacrée à la fabrication pas à pas de ce Mechalab qui est très très loin d'être terminé. Donc, pour l'instant, je rappelle que mon but, là, c'est de finir ce panneau électrique de façon à pouvoir installer l'éclairage. Ce que je veux, c'est le plus vite possible, avant l'automne, pouvoir faire cette façade devant et la porte, même si pour l'instant, la porte serait manuelle dans un premier temps, de manière à ce que ça soit bien protégé hors d'eau, on va dire, complètement. Parce que pour l'instant, c'est une simple bâche que je mets devant. Ce qui me permettra après, quand même, de pouvoir continuer l'équipement petit à petit. Oui, il me reste encore pas mal de travail, mais enfin bon. Voilà, l'important c'est que ça avance. Et puis bon, étant à la retraite dans 3 semaines, j'aurai certainement plus de temps. Je profite aussi de cette occasion pour vous annoncer que, comme tous les mois, je ferai un live samedi prochain, donc le 31 août à 21 h, toujours sous le contrôle du terrible Nico. Et ça sera comme d'habitude une occasion pour vous, si ça vous intéresse, de poser des questions, de faire des remarques, suggestions sur la chaîne Sirob, sachant que maintenant étant équipé de la fibre, normalement, j'espère que la qualité sera meilleure que d'habitude. Enfin, on verra ça. Tiens, Caroline, ça va? Tu comprends pas dans la langue française pourquoi il y a plusieurs mots qui veulent dire la même chose. Et ils ne veulent pas forcément dire exactement la même chose. Par exemple, si je dis à ma femme, je te trouve enivrante, elle va trouver ça sympa. Si je lui dis, je la trouve saoulante, je pense qu'elle va pas apprécier. Enfin non, voilà pour cette vidéo. Toujours est-il que je rappelle que je mettrai en commentaire le lien sur la page de mon site sirob.org où vous pourrez retrouver toutes les présentations, les photos, les textes, les schémas que je vous présente ici. Voilà, donc si vous êtes encore en vacances ou allez les prendre, je vous souhaite qu'elles soient très bonnes. Et si, comme pour beaucoup, c'est la rentrée, bon courage. Allez, là-dessus, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.